Bienvenue dans cette édition spéciale du Congo Times Network. Nous vous présentons une sélection rigoureuse de l'actualité nationale et internationale avec des informations vérifiées, claires et indépendantes. Cette édition est rendue possible grâce au soutien de nos partenaires et sponsors. Pour toute collaboration, n'hésitez pas à contacter notre rédaction. Pour commencer, cap sur Kinshasa, où un procès très attendu vient de livrer son verdict. Mardi 2 septembre 2025, à Kinshasa, la Cour de cassation a condamné l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba à 3 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics liés au projet de construction d'une prison à Kisangani. Le verdict prévoit en outre 5 ans d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité à l'issue de l'exécution de la peine, l'exclusion de toute fonction publique et para-étatique, la privation du droit à la libération conditionnelle et à la réhabilitation, ainsi que la restitution de 19 millions de dollars américains. La Cour a également ordonné la mainlevée de la saisie et mis les frais d'instance à sa charge. Selon la décision, les 19 millions de dollars américains initialement alloués au FRIVAO, Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, ont été transférés le 16 avril vers un compte ouvert la veille au nom de Zion Construction, en violation des règles de passation des marchés. Les juges estiment que ces manquements visaient à capter les fonds de l'État afin d'enrichir frauduleusement cette société, retenant à charge de l'ex-ministre une volonté délibérée de détourner des deniers publics. Le ministère public avait requis une peine plus lourde, 10 ans de travaux forcés et une inéligibilité prolongée, mais la Cour a prononcé une sanction inférieure aux réquisitions. Tout au long de la procédure, la défense a plaidé l'acquittement et Constant Mutamba a nié tout détournement, soutenant que la somme demeurait intacte. La date du verdict, initialement attendue plus tôt, avait été repoussée à 2 reprises avant le prononcé de ce 2 septembre. Le climat autour du délibéré a été tendu. Dans la nuit précédant l'audience, la police a dispersé des partisans rassemblés devant la résidence de l'ancien ministre, qui avait été placé en résidence surveillée à la veille du verdict. Après la lecture de la décision, il a été placé sous mandat de dépôt et escorté par les forces de l'ordre. Après ce verdict à Kinshasa, direction le Nord Kivu, où la situation reste marquée par de nouveaux affrontements sur la ligne de front. Mardi 2 septembre 2025, des sources locales confirment qu'une attaque lancée la veille par les rebelles AFC M23 contre des positions Wazalendo à Kubi, groupement Kisimba, territoire de Walikale, a été repoussée. L'assaut, survenu lundi 1er septembre dans la matinée, a visé la position de Kilawu, localité Banakindi, non loin d'Iteya et Peti. Les défenseurs ont refoulé les assaillants vers Iteya et Peti et conservent les hauteurs qui dominent Kubi. Un calme précaire s'observait ce mardi dans la zone, sur fond de tensions persistantes. Après l'est du pays, retour à Kinshasa, où la diplomatie économique a marqué la journée avec l'arrivée d'un émissaire de premier plan venu du Qatar. Mardi 2 septembre 2025, le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba, a accueilli à l'aéroport international de Njili Sheikh Mansour bin Jabor bin Jassim Al Thani, membre éminent de la famille royale du Qatar et dirigeant de la société d'investissement Al Mansour Holding. Cette réception s'est déroulée sur instruction du président Félix Tshisekedi, soucieux de donner un signal fort au rapprochement entre Kinshasa et Doha. Le séjour du responsable qatari à la tête d'une délégation d'hommes d'affaires vise à approfondir les discussions autour de projets d'investissement stratégiques. Les secteurs ciblés sont vastes: infrastructures, énergie, agriculture, mines, éducation, santé et nouvelles technologies. Pour les autorités congolaises, cette visite représente une opportunité de consolider les relations bilatérales et d'attirer des capitaux étrangers afin de soutenir le développement national et de diversifier les partenariats économiques de la RDC. Sur le plan politique, le président de la République a tenu à préciser sa vision du dialogue national. Samedi 30 août 2025, lors du 2e congrès de l'Union sacrée de la Nation à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi s'est dit favorable à l'organisation d'un dialogue national sur la crise sécuritaire dans l'est du pays. Mais il a posé une condition ferme:
Ce dialogue ne se tiendra pas avec, selon ses mots, des Congolais inféodés aux puissances étrangères. Le chef de l'État a affirmé qu'aucune discussion n'aurait eu lieu en dehors de son initiative et a rappelé que les Congolais n'avaient pas besoin de recourir aux armes pour exprimer leurs revendications, car ces violences ne font que retarder le développement du pays. Pour lui, un dialogue véritable doit rester strictement congolais et être guidé par l'intérêt national. Dans cette logique, Kinshasa a décliné l'invitation lancée par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki à participer à une rencontre en Afrique du Sud. Les autorités congolaises jugent que cette initiative ne garantit pas la neutralité nécessaire et qu'elle s'inscrit dans un schéma de négociation parallèle qui, selon elles, affaiblissent la légitimité des institutions nationales et détournent l'attention des véritables enjeux. En revanche, Félix Tshisekedi a réitéré son soutien au processus de Doha et de Washington, qu'il présente comme des initiatives d'États partenaires soucieux d'aider la République démocratique du Congo à se libérer des dynamiques négatives étrangères et à restaurer une paix durable. Selon lui, une fois réunis entre Congolais, il sera possible de définir ensemble le mode de vie et la marche de la République. Alors que Kinshasa maintient son refus des médiations extérieures, les pourparlers de Doha peinent à produire des résultats concrets. Depuis près de 2 semaines, les délégations du gouvernement congolais et du mouvement rebelle M23, regroupés au sein de l'Alliance Fleuve Congo, sont à Doha pour tenter de relancer le processus de paix. Mais malgré cette présence prolongée, la réalité sur le terrain est tout autre. Les combats s'intensifient et la méfiance domine, rendant difficile la mise en place des mesures de confiance. Dans le sud Kivu, les affrontements ont ressurgi dans les hauts plateaux d'Uvira, de Fizi et de Mwenga. Au nord Kivu, les violences se sont étendues au territoire de Walikale. Le M23 accuse Kinshasa d'avoir lancé de nouvelles offensives contre ses positions. En retour, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent les exactions du mouvement rebelle. Incendie d'habitation le 28 août dans le groupement de Rubériki, en territoire de Massissi, et arrestation illégale de plusieurs jeunes, dont des mineurs, forcés à servir de pisteurs ou de boucliers humains. Sur le plan politique, la confrontation est également verbale. Le 30 août, le président Félix Tshisekedi a affirmé que le dialogue n'était envisageable qu'avec ceux qui veulent bâtir le pays, rejetant ceux qui l'accusent de se mettre au service des voisins. 2 jours plus tard, Corneille Nangaa, coordinateur de l'Alliance Fleuve Congo, a riposté depuis Goma en accusant le président congolais de préparer l'épreuve de force en renforçant ses troupes et son matériel. Il a promis une réponse appropriée, allant jusqu'à parler de neutralisation de la menace à la source. Pour l'instant, aucun des 2 camps n'a quitté la table des discussions de Doha. Mais l'impasse diplomatique, combinée à l'escalade militaire, fait craindre un enchaînement de violences encore plus difficile à contenir, dans une région déjà ravagée par des années de guerre et d'instabilité. Dans ce contexte tendu, la nation s'est unie pour rendre un dernier hommage à 2 officiers tombés au front. La République démocratique du Congo a rendu, ce lundi 1er septembre 2025, un hommage national au général-major Peter Chirimwami Kuba, ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, et au colonel Rugabisha Alexis Lewis, tombé lors des combats contre la rébellion de l'AFCM 23. La cérémonie s'est tenue au Palais du Peuple à Kinshasa, présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi, en présence des autorités civiles, militaires et d'une foule venue saluer leur mémoire. À titre posthume, Peter Chirimwami a été élevé au rang de lieutenant général et Rugabisha Alexis Lewis au grade de général de brigade. Tous 2 ont également été admis dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba et décorés de la Croix de la bravoure militaire avec palme en bronze. Ces distinctions ont été lues solennellement par le ministre de la Défense et le chancelier des ordres nationaux. Dans son oraison, l'état-major général des FARDC a salué l'efficacité et la bravoure de ces officiers morts, armes à la main, rappelant qu'ils incarnaient le sacrifice ultime pour la défense de la patrie. Après le recueillement, les dépouilles ont été conduites au cimetière Le Repos du Soldat, dans la commune de la Célé, où ils ont été inhumés avec les honneurs militaires. Toujours dans l'Est, l'armée dénonce de nouvelles violations graves contre la population civile. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont alerté, ce lundi 1er septembre 2025, sur le recrutement forcé de 50 jeunes garçons, dont des mineurs,
par la coalition RDF/AFC/M23 en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Selon l'armée, ces jeunes ont été conduits à Nyongwera pour y suivre une formation militaire illégale, destinée à renforcer les rangs rebelles en violation flagrante du processus de paix en cours. Le porte-parole de la 3e zone de défense, le major Nestor Mavudisa, a dénoncé des crimes crapuleux commis contre les populations civiles. L'armée accuse également la rébellion d'avoir incendié plusieurs habitations à Kibati le 29 août, enlevé une dizaine de civils vers une destination inconnue et arrêté de nombreux jeunes près du carré minier de Malimingi. Ces victimes, poursuit l'état-major, sont utilisées comme pisteurs ou comme boucliers humains dans les localités de Bukubirwa et Musanga, exposant une fois de plus les communautés à des violences insupportables. Plus à l'ouest, un autre fléau continue de déstabiliser plusieurs provinces du pays. La commission diocésaine Justice et Paix de Kinshasa tire la sonnette d'alarme. Plus de 5000 morts ont été recensés en 2 ans dans le cadre du phénomène Mobondo, qui s'est étendu du Grand Bandundu jusqu'à une partie du Congo central et de Kinshasa. Selon cette structure de l'Église catholique, la crise a aussi provoqué plus de 700 000 déplacés, dont des centaines d'orphelins. Les violences ont entraîné une grave insécurité alimentaire, les paysans ayant manqué 3 saisons culturelles consécutives, notamment dans les plateaux de Bateke. Face à cette situation, la Commission recommande au gouvernement d'adopter une stratégie globale pour lutter contre le chômage et l'oisiveté des jeunes, tout en renforçant l'autorité de l'État par une présence policière bien équipée dans les zones touchées. Elle appelle également à un renforcement des effectifs militaires pour venir à bout de ces milices. Éclaté en 2022 à Kwamouth, le phénomène Mobondo touche aujourd'hui 5 provinces: Mai-Ndombe, Kwango, Kwilu, Congo central et Kinshasa. En Ituri, la coopération militaire régionale suscite toutefois un regain de confiance au sein des communautés locales. Depuis le jeudi 28 août 2025, des unités de l'armée ougandaise sont déployées à Tchabi, dans le territoire d'Irumu, en Ituri. Cette présence, menée dans le cadre des opérations conjointes avec les FARDC, apporte un sentiment de sécurité à une population longtemps meurtrie par les atrocités des rebelles, ADF. Ces dernières semaines, plusieurs attaques avaient encore été enregistrées, notamment à Bushio, où 4 civils ont été tués, ainsi que dans les villages de Bukima, Bandikide et Langesa. Les convois militaires aperçus à Tchabi Centre et dans les localités voisines suscitent aujourd'hui un réel soulagement. Les leaders communautaires appellent les habitants à coopérer avec les FARDC, l'UPDF et la police pour traquer les assaillants, tout en plaidant pour un renforcement de la présence militaire afin de permettre aux déplacés de regagner leur village en toute sécurité. Sur le plan humanitaire, les besoins restent immenses, comme l'a rappelé un haut responsable des Nations Unies en visite sur le terrain. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, est arrivé le vendredi 29 août à Goma avant de se rendre à Sake, à une vingtaine de kilomètres de la ville. Sur place, il a constaté les conditions de vie dramatiques des déplacés, installés dans des abris de fortune, sans accès suffisant à la nourriture, à l'eau ou à un logement digne. Il a lancé un appel pressant aux acteurs humanitaires et aux bailleurs de fonds pour mobiliser des ressources immédiates, rappelant que beaucoup de familles ont perdu leur maison dans les combats récents entre l'armée congolaise et la rébellion de l'AFC M23. Le haut-commissaire a également exhorté les parties engagées dans les pourparlers de Washington et de Doha à ne pas négliger la dimension humaine du conflit. Pour lui, au-delà des discussions politiques et sécuritaires, l'urgence reste de venir en aide à ces populations qui souffrent et qui ont besoin de solutions rapides. Loin du tumulte sécuritaire, la vie nationale s'est rythmée au pas de la rentrée scolaire. Lundi 1er septembre 2025, la rentrée scolaire a eu lieu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Selon le ministère de l'Éducation nationale, près de 29 millions d'élèves, de l'école primaire au lycée, ont repris le chemin de l'école. Malgré des revendications encore en suspens, les organisations syndicales d'enseignants ont choisi de prioriser la reprise des cours, en misant sur la bonne foi du gouvernement pour honorer ses engagements. La ministre de l'Éducation a assuré que plusieurs avancées avaient été réalisées, notamment sur la rémunération,
la retraite et la gestion du fichier de paie. Mais elle a reconnu que certains points de blocage subsistent, en particulier le paiement intégral des primes des inspecteurs. Dans les zones touchées par l'insécurité, le gouvernement affirme avoir pris des dispositions pour garantir la continuité des cours, avec l'installation d'espaces temporaires d'apprentissage et la construction de nouvelles infrastructures scolaires. Pour clore ce journal, nous ouvrons une fenêtre internationale avec une rencontre stratégique tenue à Washington, consacrée aux investissements en République démocratique du Congo. À Washington, plus de 30 dirigeants du secteur privé et responsables congolais se sont réunis autour d'un roundtable stratégique pour accélérer les investissements en République démocratique du Congo. Les échanges ont porté sur les minéraux critiques, l'énergie et les infrastructures, avec une attention particulière au corridor de Lobito, appelé à devenir une voie essentielle pour le commerce régional et la stabilité de long terme. Selon les organisateurs, l'augmentation des investissements américains en RDC doit consolider les intérêts partagés entre Kinshasa et Washington et poser les fondations d'une stabilité durable. Pour le gouvernement congolais, c'est une opportunité d'attirer des capitaux, de développer des infrastructures modernes et de transformer les ressources naturelles du pays en moteur de croissance et d'emploi. Cette rencontre illustre la volonté des États-Unis d'accompagner la RDC dans un partenariat économique de long terme, tout en sécurisant des chaînes d'approvisionnement stratégiques pour l'avenir. C'est ainsi que prend fin cette édition spéciale du Congo Times Network. Nous avons parcouru l'actualité politique, sécuritaire, sociale et internationale qui marque la République démocratique du Congo et son environnement régional. Merci de votre fidélité. Cette édition vous a été présentée avec le soutien de nos partenaires et sponsors. Pour toute collaboration, n'hésitez pas à contacter notre rédaction. Restez connectés avec Congo Times Network pour ne rien manquer de l'actualité en RDC, en Afrique et dans le monde. Suivez nos reportages exclusifs, nos enquêtes approfondies et nos éditions spéciales. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos dernières vidéos. Congo Times Network, info fiable. Ensemble, faisons entendre la voix du Congo au monde.